Bonjour à toutes et à tous. Voici une version réenregistrée en studio de ma conférence sur l'art de la rhétorique qui s'est tenue en mars 2021 au sein du Louvainensis Scientificus Sordo, une corporation d'étudiants de la faculté des sciences de l'UC Louvain. Je remercie déjà le LSO pour sa confiance, ainsi que le studio Darkfather Records, dont je vous mets les références en description de la vidéo. Nous commençons avec un bref plan de cette conférence. Tout d'abord, quelques définitions. Ensuite, les difficultés fondamentales de nos débats et comment faire pour les renverser. Puis nous verrons alors comment convaincre et persuader. Viennent alors les astuces pour poser les bonnes questions. Après, une analyse de la recherche scientifique derrière la communication non verbale et son usage abusif. Finalement, une conclusion et une invitation à continuer sereinement d'approfondir le sujet en commentaire de cette vidéo. Commençons avec quelques définitions. La philosophie, c'est la recherche de la vérité objective. La dialectique, c'est l'art de conduire un raisonnement rigoureux, de poser et de répondre à des questions, de gérer un échange d'arguments, c'est l'art de débattre. Le débat, c'est l'exercice avec lequel nous essayons de clarifier et de mettre à l'épreuve nos idées. Un argument se compose de prémices et d'une conclusion. La conclusion, c'est ce que l'on veut faire admettre comme vrai, et les prémices, ce sont les raisons de le faire. Un sophisme est un argument ou raisonnement faux, malgré une apparence de vérité. La rhétorique est un outil, une technique née avec et pour la démocratie. Elle a pour but de défendre des causes, porter des projets, créer des mouvements. C'est une discipline qui est faite pour résoudre des problèmes. Pour ce faire, il existe deux types d'outils, les preuves techniques et les preuves extra-techniques. Les éléments factuels constituent les preuves extra-techniques, c'est l'équivalent des preuves judiciaires. L'efficacité d'une preuve extra-technique ne dépend pas de l'habilité de l'orateur qui l'utilise. Elle doit se suffire à elle-même. C'est-à-dire que son pouvoir persuasif est indépendant de la technique de l'orateur, d'où leur nom de preuve extra-technique. Mais les faits ne suffisent pas à convaincre. C'est pourquoi il existe les preuves techniques, qui sont créées par l'orateur, par ses mots, par son discours, mais aussi par sa personne en elle-même. Il en existe trois: ethos, pathos et logos. L'ethos, c'est l'image de l'orateur lui-même, celle qu'il donne à son public, c'est sa crédibilité, sa réputation. L'ethos se compose de trois caractéristiques: la compétence, la bienveillance et la vertu, c'est-à-dire la force morale avec laquelle l'être humain tend vers le bien. Le pathos, ce sont les émotions que l'orateur produit chez son public. On peut par exemple susciter l'indignation, la colère et le dégoût afin de produire une volonté de révolte, d'action. Ou alors apporter la fierté, l'espoir et l'héroïsme afin de produire l'envie d'imiter des actes vertueux. Finalement, le logos, ce sont les arguments et raisonnements présentés par l'orateur dans lesquels sont intégrées les preuves extra-techniques, les faits. En revenant sur le pathos, une expérience sociologique a montré que ce sont les émotions qui dirigent nos décisions, alors que le raisonnement permet simplement de délibérer et de justifier nos choix a posteriori. Dans le premier test, les participants doivent choisir entre deux bières. La A, plus chère, mais de meilleure qualité, et la B, moins chère et de qualité inférieure. Les participants vont alors se séparer en deux groupes équivalents. Dans le second test, on ajoute simplement une bière C, plus chère que la B, mais de même qualité. Il y aura alors une large majorité de participants qui choisiront la B, bien que l'existence de la bière C ne change en rien la comparaison entre les bières A et B. Mais elle permet simplement de mieux justifier notre choix pour la bière B. Les émotions dictent nos choix, le raisonnement ne fait que les justifier. Le logos, notre logique, peut également inclure de manière plus générale le travail sur les mots, le style. Trois styles se distinguent. Le simple, pour faire passer un message, il s'agit d'être clair, précis et concis. C'est le militant. Le style moyen, il a pour objectif de divertir, de plaire. Ça se rapproche du spectacle, on est dans l'éloquence, c'est l'artiste. Et en dernier, il y a le grand style, qui intègre un travail sur la répétition, le parallélisme, la rime, et toute autre figure de style avec pour seule fin de galvaniser l'auditoire pour le disposer à passer à l'action. C'est user de l'éloquence au service de la rhétorique, c'est l'artiste militant. Pourquoi les débats échouent? L'ad hominem est un argument fallacieux assez connu, mais souvent confondu avec l'ad personam. Il est pourtant un peu plus subtil. L'ad hominem désigne une contre-argumentation qui s'attaque à la cohérence de l'ensemble du discours adverse. L'interlocuteur se contredit-il sur base de ses actions, de son statut ou de ses déclarations? Il ne s'agit pas de combattre le fond des arguments. L'ad personam est quant à lui le plus instinctif et se résume à purement et simplement insulter l'interlocuteur. Cette fois encore, il n'y a pas de traitement du fond des arguments. L'obstacle suivant est le politiquement correct. Le dilemme du politiquement correct, c'est de devoir choisir entre émousser nos mots pour préserver la sensibilité de certains et l'utilisation de termes plus précis qui pourraient heurter cette même sensibilité. Nous passons aux valeurs fondamentales. Une valeur, c'est une solution à des problèmes qui se posent de manière récurrente aux sociétés humaines.
Il existe différentes listes de valeurs fondamentales établies par des psychologues. Je vous propose ici celle du psychologue américain Jonathan Haidt. Il y a d'abord le soin, c'est la bienveillance, le care en anglais, la justice, la loyauté, l'autorité, la liberté et le sacré. Il y a ensuite une hiérarchisation de ces valeurs selon nos sensibilités propres, et il n'existe pas de critères objectifs pour les ordonner. Ce phénomène, nommé théorie des fondations morales, va définir le fondement de nos arguments. Identifier les valeurs fondamentales de votre interlocuteur nous aide à directement prendre de la hauteur dans le débat, en évitant une polarisation de fond, un clash. Bien souvent, expliciter cette divergence fondamentale des valeurs et ou de leur hiérarchisation suffit à conclure un débat sereinement. Il existe 4 sensibilités rhétoriques, 4 axes. La rhétorique réactionnaire, qui s'oppose au changement. Ça ne change rien, ça risque d'empirer la situation, ce n'est pas le bon moment. La rhétorique conspiratoire, une forme paranoïaque de la réactionnaire. Qu'est-ce qu'on nous cache, à qui profite le crime? La rhétorique utopiste, qui s'oppose à la conspiratoire. Tout va mal, mais tout pourrait aller mieux si on s'en donnait radicalement les moyens. La rhétorique pragmatique, qui a du dédain envers les 3 autres. Il ne faut pas croire que c'était mieux avant, il ne faut pas voir le mal partout, il ne faut pas croire en l'impossible, il faut être dans le réel, dans l'action. Pour terminer avec l'analyse des problèmes, je vais parler de la posture face à l'opinion. La posture s'oppose à l'opinion. Une posture, c'est l'adhésion à une conclusion indépendamment de ses preuves. C'est simplement une manière de se rattacher à une identité sociale de groupe. La posture est motivée tandis que l'opinion est argumentée. Alors, comment assainir l'échange, le débat? Ça peut se faire via l'observation de 4 règles. Formuler une question simple. Partir d'une question formulée de manière concise et précise, permettant d'y répondre avec des preuves réfutables. Fixer les rôles. Un proposant et un opposant, et s'y tenir. Il faut qu'une personne expose son idée et que l'autre l'atteste. Si chacun défend son opinion en même temps, le résultat sera 2 monologues polarisés et donc davantage un dialogue de sourds qu'un débat. Tester la réponse. Confronter la véracité des preuves données et la validité de la conclusion avant de passer à une autre question. Conclure la question. 4 scénarios sont envisageables. 1. L'opposant admet avoir été convaincu. 2. Le proposant admet ne pas avoir été capable de convaincre. 3. Les deux définissent la nature précise de leur désaccord, qui pourra alors servir de base à un prochain débat. 4. Les deux s'accordent sur le fait qu'ils ont besoin de plus d'informations pour trancher la question. Option 5. Le stratagème ultime de Schopenhauer, insulter autant que faire se peut. Pour améliorer nos discussions, nous pouvons aussi travailler notre ethos, pathos et logos, c'est-à-dire travailler sur sa crédibilité, son impact émotionnel et sa logique. Il reste une arme excellente, l'entretien épistémique. L'entretien épistémique est une méthode efficace et relativement simple pour amener l'autre à développer les origines de ses affirmations, le conduire à décrire sa méthode pour évaluer la pertinence des arguments. Vous ne lui opposez rien, vous cherchez même à être convaincu par son discours en l'aidant à le rendre solide. Évidemment, cette démarche tente subtilement de guider l'autre vers les failles de son raisonnement, vers la faiblesse de ses preuves. S'il vous donne des preuves insatisfaisantes, vous pouvez toujours lui opposer ce que le méchant contradicteur fictif dirait, sans le brusquer puisque vous cherchez vous aussi à convaincre cet ennemi commun qu'il a tort. L'empathie est une compétence, c'est la capacité à adopter la perspective des autres pour saisir leur perspective, leur propre objectif, leur vraie marche de manœuvre. Il faut bien la distinguer de la sympathie, qui, elle, étymologiquement sentir avec la sensibilité aux affects des autres, sans pour autant adopter leur point de vue. L'empathie est un atout majeur dans la négociation, tant qu'elle n'est pas trop influencée par la sympathie. Trop de sympathie nous réduit à de simples éponges à émotions, tandis que trop d'empathie sans partager les affects nous permet d'exceller dans la manipulation, comme c'est le cas chez les psychopathes. Comment convaincre et persuader? La maîtrise technique d'un grand orateur s'évalue selon 5 dimensions. Invention, disposition, style, mémoire et performance. Ce sont les 5 canons de la rhétorique. L'invention, c'est le travail de recherche des idées pour défendre notre opinion. Il existe alors 3 axes pour évaluer notre opinion. Sa faisabilité, son utilité et sa moralité. La disposition, c'est la capacité à penser stratégiquement les parties de votre discours. Chaque partie doit remplir une fonction. Le style, c'est la capacité à formuler vos idées de la façon la plus originale et la plus efficace. Mémoriser un discours, c'est créer un parcours logique qui vous impacte vous-même émotionnellement. La performance, c'est l'appel à l'action. C'est la capacité à transmettre au public la volonté d'agir pour la cause que vous défendez. Pour créer votre appel à l'action, il faut définir concrètement des actions simples qui pourront être accomplies directement et à leur échelle par votre public.
Il faut mutualiser les énergies, inviter à se responsabiliser plutôt qu'à déléguer. Voici un mauvais exemple, suivi d'une approche bien plus efficace. La rhétorique ne se résume pas à un travail sur l'opinion, c'est également un travail sur la motivation. Convaincre, c'est un travail sur l'opinion. Pour ce faire, on utilise des arguments valides sur base de sources fiables. Mais pour autant, on peut être convaincu d'une chose sans agir. Persuader, c'est un travail sur la motivation. C'est la disposition à agir. Pour ce faire, on s'intéresse au mécanisme de la prise de décision. Un discours doit pouvoir convaincre qu'un problème existe ainsi que sa solution, et de persuader d'agir pour le résoudre. Susciter des émotions est un élément essentiel à la prise de décision. La raison justifie nos choix, tandis que les émotions les décident. Convaincre revient à donner des raisons simples au public pour justifier son adhésion à votre opinion. Persuader revient à donner des émotions fortes au public pour motiver son action. L'exemple type, il est facile de faire reconnaître à un fumeur que le tabac est nocif, c'est autre chose que de le persuader d'arrêter de fumer. Le débat est malheureusement un outil extrêmement peu efficace pour convaincre, surtout s'il y a un public. D'un autre côté, le discours est quant à lui bien meilleur puisqu'il permet de développer sans interruption. Comment poser les bonnes questions ? Interroger quelqu'un revient à se désintéresser de sa réponse. C'est également lui imposer une position défensive. Il voudra donc se justifier. Questionner, c'est chercher avec authenticité une réponse et donc montrer un intérêt pour celle-ci. Tester la véracité des arguments et la validité de la conclusion qui en découle. Ces deux tests sont le test de vérité, demander des preuves et les vérifier. Le test de validité, évaluer la solidité du lien entre les prémices et la conclusion. Même si les prémices sont vraies, est-ce que la conclusion est nécessaire ? Le résultat du test de validité incarne la garantie d'un argument. Durant une discussion, pendant que l'autre parle, nous en profitons pour préparer notre prochaine réplique. Nous devrions pourtant privilégier la compréhension à l'envie de répondre. Ne prévoyez pas de réplique. Ça vous permettra de vous concentrer et, si besoin, de reformuler le discours de l'autre pour vous assurer de l'avoir correctement compris. Le dialogue devient plus fluide et s'accorde sur un objectif commun, celui de comprendre la vision de l'autre. Évitez les interjections mais, non ou encore attends, qui ont sans équivoque la volonté de faire taire l'autre pour que vous puissiez dire quelque chose qui vous semble plus intéressant. Finalement, n'hésitez pas à confronter calmement les parasites intempestifs qui ne cessent de voler le bâton de la parole. Pour terminer, je vous propose d'aborder ici l'importance abusive attribuée à la communication non verbale. C'est un réel problème, car plutôt que de se concentrer sur le discours, certains prêteront davantage attention aux éléments visuels. Cet usage abusif repose certes sur des études scientifiques, mais malheureusement totalement sorties de leur contexte. En effet, la communication non verbale, l'analyse du langage corporel ou encore la synergologie nous interpellent souvent avec ces fameux chiffres. 93% de la communication se ferait via le non-verbal. Le sens des mots ne compterait alors que pour 7% dans la transmission de nos messages. Mais d'où vient cette statistique ? Elle vient du psychologue Albert Mehrabian, qui est l'unique concepteur de la règle des 3 V, basée sur 2 études publiées en 1967, selon lesquelles 7% de la communication est verbale, par la signification des mots. 38% de la communication est vocale, intonation et son de la voix. 55% de la communication est visuelle, expression du visage et du langage corporel. Toutefois, ce même auteur, après constat de la généralisation abusive de sa règle, a publié sur son site internet le commentaire suivant. Veuillez noter que cette équation concernant l'importance relative d'un message verbal et d'un message non verbal vient d'expériences concernant la communication de sentiments et d'états d'esprit. À moins qu'une personne ne parle de ses sentiments ou de ses états d'esprit, ces équations ne sont pas applicables. Qui plus est, la synergologie, c'est-à-dire la méthode pour détecter et interpréter le langage corporel, n'a à ce jour pas encore pu démontrer une meilleure efficacité que celle produite par le hasard, dans un cadre scientifique expérimental. En d'autres mots, le pouvoir de prédiction de la synergologie n'est pas significativement supérieur de celui du hasard. De plus, l'identification d'une micro-expression qui trahisse le mensonge n'est pas efficace. Les micro-expressions sont rares et sont présentes aussi bien chez les menteurs que chez les autres. Une expérience intéressante a été réalisée sur 2 groupes. L'un des groupes a d'abord vu l'épisode de la série Lie to Me avant de devoir évaluer des potentiels mensonges. Le groupe qui avait vu l'épisode et donc des astuces pour repérer des mensonges a été significativement moins efficace que le groupe témoin. Pire encore, moins efficace que le hasard. Pour conclure, je reprends ici une excellente citation de Victor Ferry. Qu'est-ce qui détermine le succès de nos idées si ce n'est la rhétorique ? Qu'est-ce qui détermine le succès de nos projets si ce n'est la rhétorique ? Qu'est-ce qui détermine l'avenir de notre monde si ce n'est la rhétorique ? Car au fond, c'est bien la rhétorique qui permet de changer le cœur des hommes, et c'est le cœur des hommes qui permet de changer le monde. Voici quelques sources que je vous propose pour creuser le sujet de la rhétorique. Tout d'abord, quelques livres. Imperium,
C'est le premier volet d'un triptyque qui retrace la vie de Cicéron, un livre facile à lire qui se construit sur des faits historiques et qui m'a personnellement incité à m'intéresser à la rhétorique. 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir, de Victor Ferry. Docteur en langue et lettres de l'Université libre de Bruxelles et youtubeur. Un must pour apprendre, améliorer et s'exercer dans le domaine de la rhétorique. L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, un classique de quelques dizaines de pages qui se lit très rapidement. Son défaut, toutefois, est qu'il manque de modernité et reste un peu décousu. En dernier, Rhétorique d'Aristote qui s'adresse davantage à un public expert et qui fait le lien avec la philosophie. Ensuite, quelques recommandations de chaînes YouTube. En premier, les 2 chaînes de Victor Ferry. La première de vulgarisation en rhétorique et la seconde d'exercice pratique en collaboration avec sa communauté. Ensuite, également un duo de chaînes, cette fois de Defecator, qui mélange rhétorique et esprit critique, un excellent manuel pour assainir vos échanges. Puis Horizon Gull, assez similaire à la chaîne précédente, avec malheureusement, selon mon impression personnelle, un léger biais politique. Finalement, la chaîne anglophone d'Anthony Magnabosco, véritable expert de l'entretien épistémique dont la bienveillance n'a aucune limite. Voilà qui termine cette conférence. Je vous invite à poser vos questions en commentaire et à en débattre sereinement, mais aussi à liker, à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. Un tout grand merci pour votre écoute et à bientôt.